Bonjour à tous, Objectif Atlantique Jeune aime la mer. Pour mieux la protéger, il faut la comprendre. Patrick et Caroline nous emmènent en voyage pour la découvrir. Patrick et Caroline, c'est à vous. À bientôt sous la mer. Salut Caro, alors, salut tout le monde. Ah, bah, attends, je dis bonjour à tout le monde. Ah oui, bien d'abord. sûr. Bon, bah salut toute la bande. Bon, alors ça c'est fait. C'est fait. Maintenant on va parler de quoi? Ah oui, de quoi on parle? Alors, bah, on va s'intéresser à ce qui se passe sous l'eau, à ce qui vit dans l'eau. Et on va commencer par une première question. Première question, finalement, par rapport à nous qui vivons à l'air libre, qui respirons de l'air, qui sommes sur la terre ferme, Ça paraît tout normal. bah, quel effet ça fait d'être dans l'eau? En gros on va se mettre à la place d'un poisson. Voilà, d'un Hein? poisson, d'une corcone, d'une méduse, ce que tu veux, hein, ce qui te plaît le plus. D'accord, on va Et choisir. quel effet ça fait? Alors à votre avis, quel effet ça fait de vivre sous l'eau? Des idées? On peut plus respirer. On coule. Ça mouille. On a froid. On flotte. Pas facile de nager. Ça bouge. Il y a des requins. Alors bon, ça fait beaucoup d'idées, plus ou moins rigolotes. Beaucoup de questions, mais alors la première, j'aimerais qu'on réponde comment on respire sous l'eau. Parce que c'est vrai que à la surface de la Terre, c'est très simple, hein, on n'y pense même plus, nous. Mais les poissons, ils font comment? Alors, c'est clair que respirer dans l'eau, ça paraît pas évident, on se dit on peut pas. Bah, dans la pratique, si, parce que respirer, c'est quoi? On se le rappelle quand même en deux mots. Respirer, c'est d'abord récupérer l'oxygène qui est dans le milieu environnant pour notre propre corps, et secondairement, évacuer le gaz carbonique, qui est un petit peu un déchet de notre métabolisme. Donc respirer, c'est d'abord prendre de l'oxygène dans le milieu. Est-ce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau? C'était Oui. la question que j'allais te poser. Ah bah oui, bah voilà. Il y en a. D'accord. Il y en a, il y a de l'oxygène dissous. Donc pour respirer l'oxygène dans l'eau, il faut avoir les outils qui permettent de récupérer cet oxygène dissous. Alors les poissons, ils ont quel genre d'outils? Bon, tu le sais. Des branchies. Et voilà. Donc les branchies, c'est effectivement l'outil le plus efficace pour pouvoir respirer dans l'eau. Nous, on a des poumons qui sont des outils faits pour respirer dans l'air, donc pour extraire l'oxygène de l'air. Et puis les poissons, eux, ils ont les outils pour récupérer l'oxygène de l'eau. D'accord. Et ça, bah, on va regarder. Ah tiens. bah oui, t'as des exemples. Hein. Regarde-moi ça. Voilà, voilà. On commence avec un beau mérou. Une bonne tête, hein. Oui. Alors tu vois comment il respire là. On voit les mouvements qui font circuler l'eau, qui rentre par la bouche, qui sort par les ouïes sur le côté. Là, on le voit très bien chez cette rascasse là. Attention, pas toucher. Hein. Ah, vaut mieux pas. Là non plus. Là, vaut mieux pas non plus. Alors ça respire aussi en battant bien. La murène est aussi un poisson? Oui, tout à fait. Et elle a ses petits branchies à l'intérieur. Là, c'est un petit crénilabre qui a une respiration un petit peu hachée, une gyrelle-pan et un crénilabre-pan. Dès qu'ils ont de belles couleurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis l'hippocampe qui lui aussi est un poisson, tu vois. Il respire bien avec ses ouïes sur le côté. Ah, le poulpe, ça c'est génial. Il a une espèce de tuyau et une poche qui se gonfle avec les branchies à l'intérieur. Donc on les voit pas les branchies contrairement aux poissons. Ah
les branchies, on ne les voit pas non plus. Par contre, chez la limace de mer, là, on les voit très bien, c'est ce bouquet qu'il y a sur le dos. Là. Même chose chez ces vers. Alors, dans le tube, il y a un ver, et puis sur la tête, il porte ce bouquet, ce panache, qui lui sert de branchie, donc pour récupérer l'oxygène dans l'eau. Joli, non? Alors, l'anémone de mer, tiens. L'anémone de mer, elle a une activité tellement faible qu'elle consomme très peu d'oxygène. Du coup, elle n'a pas besoin de système spécial d'échange. C'est simplement la surface de la peau. Là, tu vois les tentacules. Et puis, c'est pareil chez la méduse. C'est comme si on respirait uniquement par les pores de la peau. Voilà. Elle est superbe, ta méduse. On dirait qu'elle flotte comme ça, Hein, toute seule. Ça, c'est le milieu marin. C'est l'eau qui est un milieu porteur. C'est dense. Ouais. Ça fait quoi, à peu près 800 fois la densité de l'air, si je ne me trompe pas. Donc, quand on s'appuie dessus, ça résiste. Et c'est vrai que ça permet à plein d'organismes marins de flotter facilement. Bon, je sais pas, pour se faire une idée, c'est vrai que nous aussi, hein, quand on plonge, on n'a pas peur de se cogner sur le fond de la mer. Non, on va pas tomber direct au fond. Voilà. Hein. Alors, quand tu plonges dans une piscine sans eau, tu te dis non, ça va pas ça porter. Peut faire là. mal. Donc, l'eau, ça porte. C'est important et ça permet aux poissons et à tout un tas d'animaux de vivre en équilibre dans l'eau. Alors, je suis d'accord, ça porte, mais il y a aussi une résistance, forcément. Ah bah, plus c'est dense, plus c'est résistant également. Donc effectivement, pour arriver à progresser là-dedans, on le voit bien quand on est au bord de la plage, qu'on essaie de marcher, on n'y arrive pas. Il faut se mettre en position de nage, donc dans une position hydrodynamique qui permet de fendre l'eau. Donc il y a des tas d'animaux qui ont des formes. Il y a des tas d'animaux qui ont des formes géniales. Ouais. Alors là, tu vas voir que d'abord, ça porte bien l'eau. Regarde les poissons comment ils font. Ça, c'est des sards à tête noire. Du noir sur la tête. Bon, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on voit bien qu'il flotte là. Le mérou aussi. Bel exemple aussi. Hein, il n'a pas forcé. Hein. Ça sont des corbees qui flottent parfaitement également. Et tu vois que leur nageoire, elle s'appuie sur l'eau. Et c'est la densité de l'eau qui leur permet de nager. Bon, un crénilabre qui gigote dans tous les sens, c'est parce qu'il s'appuie sur l'eau qu'il peut tourner, avancer, reculer même. Et les méduses, ça a un corps qui est fait de 98% d'eau. Donc ça flotte, et en même temps, tu vois comment ça s'appuie en pulsant. Là. On voit bien que le milieu porteur, c'est important. Et puis, bien sûr, il y a le problème de résistance. C'est pour ça que les poissons, comme les loups ici, les oblades, ont un corps profilé qui leur permet de fondre l'eau. Le barracuda, ça, c'est un bel exemple aussi. Ah, ça, c'est d'une finesse, c'est très fusiforme, c'est capable d'accélération absolument foudroyante, ces bestioles-là. Mais est-ce que ça veut dire que plus le corps est fin, plus le poisson peut aller vite ? Oui, et en même temps, il n'y a pas que les poissons rapides qui ont un corps profilé. Hein. Mais chez les espèces de plein eau, c'est vrai que, bon voilà, tiens, ces torpilles, là, des cérioles, c'est vraiment des poissons qui sont faits pour aller vite. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, c'est un béroé-5 ténère, et ça nage pas très vite, mais tu vois que ça a quand même un corps qui est profilé également. Bon, c'est une certaine souplesse, quand l'eau gigote, ça se tortille. Déforme. Et puis bon, un prototype d'animal fusiforme, c'est le dauphin, là, c'est vraiment impressionnant. Magnifique. Hein, hydrodynamique. C'est formidable. Et ça s'appuie sur les vagues, sur les mouvements de l'eau, ça c'est Alors génial. des vagues, justement, on en a un petit peu autour de nous aujourd'hui parce qu'il y a du vent. Ah bah ça c'est un temps à vague hein, Voilà. aujourd'hui. Alors l'eau en mouvement, forcément, en dessous, ça a des conséquences. Eh bien oui, et c'est vrai que ça a des conséquences de plus importantes, on va dire, quand on est près de la surface, parce qu'il y a les tempêtes, etc. Mais même au fond, il y a les vagues qui peuvent avoir de l'incidence sur une certaine profondeur. Puis ensuite, il y a des courants, il y a des mouvements d'eau qui sont parfois très importants, parfois des courants très forts que les plongeurs ont du mal à supporter et contre lesquels on a du mal à nager. Et ça, c'est vrai que c'est une contrainte. Même par temps calme, tu vois, ça bouge toujours. Alors bien sûr, quand il y a une tempête, là, il y a un ressac permanent. Le bord de mer, ça peut être très très violent, très, très puissant. Et alors quand on est sous l'eau, ça bouge. Hein, ça, on le voit, ça va et vient. Donc pour les algues, il faut être bien cramponné, hein, ça, c'est une première chose. Et puis c'est pas mal de pouvoir jouer la souplesse. Ça permet de ne pas se faire arracher tout simplement.
Elles suivent le mouvement plutôt que de résister, Voilà. c'est ça. Alors là, ça c'est pas une algue, c'est une anémone de mer, donc c'est un animal, mais qui a choisi la même stratégie. Je plie, je ploie plutôt que de risquer de casser. Et puis il y a les chapeaux chinois là, qui eux ont une autre option. On se cramponne et on résiste absolument à tout. Alors quand on descend là, tu vois, c'est en profondeur, il y a du courant, hein, le long des tombants comme ça. On voit des petites particules là qui passent. Oui. Voilà. Donc là, c'est l'image du fait que l'eau bouge tout le temps, même quand on est loin de la surface. Et paradoxalement, c'est ça qui explique pourquoi il y a tant d'organismes et d'animaux qui peuvent vivre fixés sur le fond. Ils passent leur vie attachés. Voilà, ces gorgones là, ça reste un endroit toute sa vie. Et alors bon, imagine une vache, hein. Tu lui fais ça, tu l'accroches à un piquet, tu la laisses toute sa vie là, eh ben elle va pas vivre longtemps. Non, une fois qu'elle a fini l'herbe autour d'elle, c'est fini. Voilà, donc là, l'intérêt en fait dans le milieu marin, c'est que les courants apportent du plancton. C'est ce qu'on voit là. C'est une espèce de soupe nutritive, on va dire. Tout un tas d'organismes qui vivent en pleine eau, qui se développent là et qui se baladent avec les courants, qui sont emportés par les courants. Donc les animaux fixés, eux, ils font des espèces d'épuisettes ou de dispositifs, comme cette gorgone là, pour attraper toutes les petites bestioles qu'il y a dans le courant et qui leur permettent de se nourrir. Là, on voit très bien les particules qui passent, du corail rouge ici par exemple, qui peut se permettre de rester accroché parce que la nourriture lui arrive à domicile. Nourri à domicile. Livraison de soupe. Pas mal. C'est quand même bien. Puis bien sûr, il y a aussi quelques poissons qui ne se gênent pas pour profiter des mêmes possibilités alimentaires. Bon, avec tout ce que tu viens de nous montrer, Patrick, je suis très déçue, je ne suis pas adaptée pour vivre sous l'eau. Bah écoute, comme sirène à la rigueur, mais finalement... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, ce serait bien que tu aies des narines qui se ferment. Ah, Comme ça, oui. quand tu On est mal t'enfonces dans l'eau, si tu veux, D'accord. ça te permet d'éviter que ça rentre. D'accord. Ensuite, ce serait peut-être pas mal que tes nageoires elles soient un petit peu raccourcies et un peu élargies en palette pour mieux s'appuyer sur l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore Une forme plus hydrodynamique, peut-être, hein? Ouais, Peut-être. c'est un peu en fuseau si tu veux, hein, D'accord. quand même, ce serait plutôt mieux. Et puis alors, surtout quand il se met à faire frais comme ça, là, qu'il n'y a plus le soleil, Oui. ce serait pas mal une bonne couche de graisse si tu veux pour isoler. Hein? Non, mais alors là, je ressemble plus à une sirène, là, ce serait plutôt... Ah non, non, c'est plutôt un phoque. Ah d'accord. Bah, merci Patrick. Oh, bah, de rien, Allez, baguette magique. Bon, on a vu qu'en subissant quelques contraintes, on peut vivre sous l'eau. Ah bah oui, il y en a même qui se débrouillent très bien. Hein. Impeccable. Bon, alors, ce qu'on va peut-être essayer de voir maintenant, c'est finalement quels sont les milieux de vie qui s'offrent aux animaux marins. Et vivre là-dedans, tu t'imagines toi? Non, je m'imagine pas. Non. Tu veux pas? Non. Essaye. Ah bon? Note, t'aurais raison, parce que pour la plupart des animaux qui vivent en pleine eau comme ça, c'est vrai que le danger peut venir de partout. Au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est un l'aspect milieu 3 dimensions. en 3D. Et on va voir finalement comment les animaux arrivent à se débrouiller dans ce cadre à 3 dimensions qui est pas si facile à vivre. Alors, tu vois, c'est vrai que quand on est dans le bleu, là, en pleine eau, le danger il peut venir d'absolument partout, dessus, dessous, à droite, à gauche, enfin, dans tous les sens. Alors, pour échapper à ça, il y en a qui nagent vite, vite, vite. C'est vrai que la plupart des poissons de pleine eau, tu as vu, ils sont très fusiformes, ça gicle dans tous les sens. Oui, c'est actif. Ah, ça bouge, hein. Mais bon, ça suffit pas forcément. Hein. La preuve. Ils ajoutent à ça une coloration argentée qui leur permet de faire un petit peu miroir. Et cet effet de miroir, on le voit bien ici, là, si tu vois, sur les barracudas, Ça trompe l'ennemi, renvoie ça le bleu. Ah, d'accord. Donc, quelque part, c'est comme si on était bleu au milieu du bleu. Et puis l'autre option, c'est la transparence. Comme cette méduse, elle est... Voilà, une super méduse, c'est un bel exemple. Et c'est bestioles incroyables. Alors, c'est encore des cténaires qui ont inspiré un certain nombre de films de science-fiction et qui jouent vraiment la transparence, quoi. Et ça, on en trouve en Méditerranée? Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est l'autre stratégie pour pas se faire bouffer, c'est d'être plein ensemble. Donc, tu vois, on vit en banc, on est des milliers, ça fait des milliers de chances en moins de se faire bouffer.
Bon, alors quand on quitte le grand large, qu'on arrive près du littoral, on s'aperçoit très vite que près de l'eau, il y a des algues, un petit peu plus loin, il n'y a pas les mêmes. Qu'est-ce qui conditionne tout ça? Eh ben, c'est un petit peu comme sur Terre, hein. Il y a des facteurs de l'environnement là, qui jouent. Et bah, parmi ceux-là, lesquels sont importants? Il y en a un. Soleil, lumière. Soleil, lumière, c'est ce qui permet aux végétaux de fabriquer leur propre matière à partir du processus de la photosynthèse. Donc vous savez tous ce que c'est la photosynthèse, c'est récupérer des sels minéraux, du gaz carbonique, de l'énergie lumineuse, et avec tout ça, on fabrique de la plante. Donc à partir d'éléments uniquement minéraux, on fabrique du vivant. Et ça, c'est le début de la chaîne alimentaire, puisqu'à partir de là, tous les autres êtres vivants, les animaux, se contentent de manger quelque chose qui est déjà vivant. Donc c'est vraiment le nœud, la lumière. Alors la lumière, bien sûr, elle est pas la même partout. Ça dépend de la profondeur, bien sûr. Ça baisse énormément avec la profondeur. Et pas seulement. Et puis, regarde, là, il y a des zones à l'ombre, des zones à la lumière. C'est pareil sous la mer. Il y a des zones exposées, des zones à l'ombre. Et bien entendu, ce n'est pas les mêmes organismes qui vont pouvoir y vivre. D'accord. Alors quand on regarde aussi sur le littoral, il y a des présences de certains coquillages, notamment à la limite, tu vois, de la surface de l'eau. Donc ça veut dire que par moment, ils n'ont pas d'eau, ceux-là. Ah ouais, ça c'est un facteur auquel on pense pas souvent quand on parle du milieu marin. C'est qu'il y a ceux qui vivent vraiment à la frange. Et alors ceux-là, quand il y a une marée basse, parce qu'en Méditerranée, il y a quand même des marées. Petite marée. Ah, il peut y avoir 10, 20, 50 cm de marée. Ouais. Et puis en fonction du vent aussi, des fois ça chasse l'eau au large, ça fait descendre le niveau. Et puis en fonction des vagues, bien entendu, quand ça monte et ça descend, il y a des moments où des animaux, des plantes sont hors de l'eau. Et alors, il y a ceux qui résistent à ça et ceux qui ne résistent pas. Donc ça, c'est un des facteurs qui régissent, on va dire, la répartition des êtres vivants. Il y a les vagues aussi, les courants, tous les mouvements d'eau qui peuvent chasser certains animaux ou permettre à d'autres de mieux vivre. Et voilà un petit peu tous les éléments qui font que dans les différents environnements, aux différentes profondeurs, dans les différentes régions, on n'a pas les mêmes organismes qui vivent. Alors là, tu parles d'environnement. Ici, on est sur un fond rocheux. Quels sont les avantages de ce fond? Il y a des cachettes, j'imagine? Ah, ça, c'est la première chose qui vient à l'esprit, effectivement. Donc, c'est plein d'abris et il y a plein d'animaux qui en profitent. Mais il y a une chose qui est sans doute plus importante encore, c'est que, vous le voyez bien derrière là, hein, l'eau elle bouge, faut pas grand chose pour que ça bouge, hein, c'est un petit vent de rien du tout. Non, bien sûr, un petit vent de rien du tout. Hein. Donc ça bouge, vous avez du sable, il bouge aussi, les bancs de sable se promènent, et finalement la roche, c'est la seule chose solide qui bouge jamais sous la mer. Et du coup, quand on veut s'accrocher, alors pour les algues et aussi, on le verra, plein d'animaux, quand on veut s'accrocher sur le fond marin, c'est sur la roche. Un substrat qui ne bouge pas, c'est d'enfer quoi. L'épreuve en images. Alors voilà, dans les petits fonds, là, pour commencer, vraiment à ras de la surface, hein, tu vois le miroitement de lumière, tu vois qu'effectivement ça s'accroche à la roche. Et cette lumière, c'est ce qui permet de faire vivre les végétaux. Hein. Tu sais que les végétaux ont besoin de lumière. Pour vivre, de la lumière qui leur permet de faire leur photosynthèse, donc fabriquer leur matière à partir d'éléments qui sont minéraux, etc. Et donc ça, c'est le début de toutes les chaînes alimentaires marines. S'il y a des poissons, c'est parce qu'il y a des algues qui nourrissent des poissons, qui nourrissent d'autres poissons, etc. Alors sur les petits fonds rocheux, tu as des végétariens, comme ces saupes, là, qui sont les seuls poissons végétariens de Méditerranée, en fait. Et puis autres végétariens bien connus, surtout des genoux, hein, c'est les oursins, qui eux aussi broutent sur le fond. La bouche est en dessous. Exact. Voilà. Alors là, c'est à la lumière, tu vois un autre animal qui lui n'est pas du tout brouteur. Mais pourquoi est-ce qu'il est à la lumière? C'est parce que dans ces tissus, là, tu vois les tentacules un peu bruns, il y a des micro-algues qui sont là-dedans, et donc qui ont besoin de lumière, qui vivent comme dans une serre. Et l'anémone de mer, elle étale ses tentacules à la lumière pour les micro-algues qu'il y a dedans. Alors quand on descend un peu plus profond, il y a moins de lumière, forcément. Oui, et alors quand il y a moins de lumière, les algues vivent moins bien, et on trouve des animaux. Donc on peut voir entre les zones d'ombre et de lumière des différences. Là, tu vois, on est sur le dessus d'un rocher qui a les algues,
qui poussent les unes sur les autres, qui se bagarrent pour l'espace. Ça grouille de vie, là. Et puis, quand on passe en dessous, ça grouille toujours de vie, mais c'est d'autres couleurs, et ces autres couleurs sont des animaux. Là, on a des éponges jaunes, oranges, bon, les poissons qui passent, mais... et tu vois que partout dans les zones d'ombre, il y a des animaux qui sont accrochés. Les gorgones rouges, là, ce sont des animaux. Et donc là, le poisson, le mérou qui se promène devant sa maison, il a un paysage fait d'animaux. Hein, les espèces de fleurs qu'on voit là, la décoration florale de l'intérieur du mérou, c'est des fleurs animales si tu veux, hein, ce ne sont pas des plantes. Alors bien sûr, tout ce monde-là, ça se bagarre pour l'espace. C'est d'ailleurs étonnant comme il n'y a pas un millimètre carré de libre. Parce que finalement, ce qui est le plus rare, c'est un substrat solide, hein, un support solide. Et on voit que ça se grimpe par-dessus. Tu as les anémones encroutantes qui essaient de pousser au-dessus des éponges, les éponges qui les étouffent. C'est la guerre. C'est la guerre. Et c'est pour échapper un peu à cette guerre-là qu'il y a certains animaux qui se dressent. Là, les gorgones, qui d'une part échappent à la concurrence de ce qui vit accroché sur le fond même, et en même temps, ça se dresse dans le courant, tu vois, pour pouvoir attraper plus facilement les petites proies du plancton qui se promènent là. Bon alors, on vient de voir que le milieu rocheux, c'est un milieu très riche, où la vie grouille. Quand on se balade au-dessus d'un fond sablonneux, en Méditerranée, souvent on a l'impression qu'il n'y a rien. Alors, effectivement, là, quand on va sur le bord de la plage, ouais. on se dit c'est moins riche. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui est sûr, on l'a déjà entredit, c'est que c'est un milieu plus difficile parce que ça bouge, c'est des grains qui bougent les uns par rapport aux autres, les bancs de sable se promènent, mais en même temps, il y a quand même plein d'organismes qui sont adaptés à ce milieu très particulier, et ça, tu vas voir, vous allez voir, c'est vraiment génial. Allons-y. C'est vrai qu'à première vue, un fond sableux, ça ressemble plutôt à un désert. Hein, on ne voit pas grand-chose, et pourtant, il y a de la vie. Simplement, ils savent se cacher. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de prendre la couleur du sable ou d'être argenté, là, comme ces marbrés qui reflètent la couleur du sable. Mais parmi ceux qui prennent la même couleur, il y en a qui sont quand même plus forts. Hein. Là, il y a même les dessins du sable sur le corps. Hein. Ah, la sèche, ça, c'est génial. Ça a une capacité d'homochromie, de prendre la même couleur qui est tout à fait stupéfiante. Puis l'autre option, c'est de s'aplatir. Donc là, tu vois, celui-là, il est aplati sur le côté. Quand tu le regardes de près, il a la bouche toute tordue, là. Donc il a l'œil qui est passé de l'autre côté. Et puis, il y a la raie. Et la raie, elle est aplatie comment ? Comme si elle avait pris un coup de casserole sur la tête. C'est un requin, en fait, la raie. C'est la famille des requins. C'est la même famille que les requins. T'imagines un requin qui a pris un grand coup de casserole, ouais. Et donc, c'est aplati dorso-ventralement et non pas sur le côté comme celui qu'on a vu précédemment. C'est élégant. Hein. Oui, très joli. Alors bon, il y a d'autres animaux qui ont aussi la forme plate, là, comme la grande étoile de mer à peigne. Tu vois, là, qui est toute plate, pour qu'on ne la voit pas. Puis il y a tous ceux qui s'enfouissent, qui se cachent sous le sable. Alors bon, les coques, et ça, tu n'avais pas vu. Ah hein. non. Donc il y a des escargots de mer qui vivent toute leur vie sous le sable. Ce machin-là, c'est un ver qui a le corps caché dans le sable. Et puis, quand on l'embête, il disparaît. L'étoile de mer à peigne aussi, tu vois, elle peut disparaître. En fait, souvent, les animaux utilisent plusieurs méthodes en même temps pour se cacher, évidemment. Ah, celui-là, il est grandiose. Un crabe, ça. Ouais, on l'appelle le crabe honteux parce qu'il se cache derrière ses pattes. Il est tellement honteux qu'il va carrément s'enfouir complètement dans le sable. À la fin, on ne voit plus que les yeux. Ah, quand même. Tu l'avais vu là ? Non. Et voilà, la sèche aussi, elle est capable de s'enfouir. Un petit coup de flotte et puis. Alors ça, c'est la vive. Tu connais ? Faut ça pas fait marcher mal. Dessus, ça fait mal. Et ça s'enfouit comme ça dans le sable. Et après, tu vois que les yeux qui dépassent. Et on l'embête un peu, hop, elle va quand même voir plus loin, elle s'enfouit un peu plus loin. Ah, celui-là, ça, c'est mon préféré. Regarde bien. Flaf, flaf. Comment il s'appelle, lui ? C'est le rason.
Donc Patrick, si j'ai tout suivi, on est allé voir ce qui se passait au large, le Grand Bleu, ici sur le littoral, les fonds rocheux, les fonds de sable. Qu'est-ce qui nous manque pour inventorier les fonds sous-marins en Méditerranée? Eh bien, il nous manque un type d'habitat très particulier, c'est ce qu'on appelle l'herbier de Posidonie. C'est une espèce de prairie sous-marine qui se développe sur les fonds de sable et qui ressemble à une prairie, si tu veux. Et ce sont des champs d'algues? Ce sont des algues ou... Non, ce ne sont pas du tout des algues. C'est même autre chose, regarde. Alors, si la Posidonie n'est pas une algue, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu le vois, c'est une herbe. Hein. Ça ressemble à une prairie. C'est une herbe comme les herbes qu'on a sur Terre, avec des feuilles, des rhizomes, et puis des racines. Donc les feuilles, là, elles ont des nervures, hein, comme les feuilles des plantes terrestres. Ça, donc, ce sont les rhizomes qui peuvent être soit verticaux, soit horizontaux. C'est un petit peu comme les fougères qu'on a sur Terre. Et puis sur ces rhizomes, il y a des racines qui poussent et qui donc montrent qu'il y a plein d'éléments différents et structurés comme les plantes terrestres, beaucoup moins simples qu'une algue. Et puis, pour confirmer tout ça, ça fait des fleurs. C'est pas vrai. Alors, c'est pas des roses, hein. Mais ce discret, sont des vraies fleurs discret. et ça fait des fruits, tu vois, cette espèce d'olive qu'on appelle l'olive de Posidonie et qui vient de germer là. Bon, et puis c'est aussi un milieu, un environnement donc dans lequel... On trouve énormément d'animaux? Il y a beaucoup d'animaux, ça sert d'abri, hein, on voit que les poissons ils peuvent s'y cacher. Ça permet aussi de nourrir un certain nombre d'animaux, comme les saupes qu'on retrouve là, les végétariennes qui broutent un petit peu les feuilles elles-mêmes, mais surtout tout ce qui pousse sur les feuilles parce qu'il y a des petites algues dessus. Puis il y en a qui se contentent de s'y promener, de s'y cacher, qui sont à l'affût comme ce cerran, prêts à chasser une proie. Et puis il y a certaines espèces très caractéristiques comme le sublet qui a vraiment une couleur et une forme parfaitement adaptées à cet habitat. Ah, puis un autre qui est exceptionnel, ça c'est l'aiguille de mer. Pour confondre avec une feuille, c'est quand même... Il y a même les nervures sur le corps. Il y a même les petites craquelures. Et alors lui, hein, on n'arrive même pas à savoir que c'est un animal ou que c'est vivant, tellement c'est bizarre et difforme. Et c'est un spécialiste qui se cache dans l'herbier également. Et puis la nuit, on voit parfois sortir des poissons qu'on ne voit pas dans la journée. Il y a tellement de cachettes que les apogons, comme celui-là par exemple, peuvent disparaître toute la journée. Ah, puis les fameuses nacres. Alors, c'est l'habitat préféré des nacres, l'herbier. Hein. Donc ces grands coquillages, là, ces bivalves, qui sont protégés et qui aiment bien vivre là-dedans. Puis il y a d'autres petits coquillages qui, eux, broutent sur les feuilles, des petits trucs minuscules. Il y a des anémones de mer qui poussent sur les feuilles également et qui attendent le passage d'une petite proie. Encore un brouteur, l'oursin, qui broute sur les rhizomes et sur les feuilles pendant la nuit. Sur ces feuilles où il y a plein de petites algues et aussi des animaux. Là, toi, tu as des bryozoaires, des hydraires. Dont là, elles bougent vraiment en fonction des vagues. Hein. Ah oui, et ça, c'est un des avantages, un des intérêts écologiques de l'herbier, c'est que ça amortit les vagues, ce mouvement des feuilles, ça bloque un petit peu la force des vagues et du coup, ça protège les plages, les côtes de l'érosion. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi des posidonies mortes à côté, là? C'est un petit peu dû à ça, mais c'est surtout le fait que les feuilles meurent comme chez les plantes terrestres, de façon saisonnière. Et à l'automne, elles arrivent sur les plages. Et là, elles ont encore un rôle de protection, puisqu'elles brisent la force des vagues. Donc, c'est pas sale. Et ça évite l'érosion des plages. Protection, voilà. Et puis, cette couleur verte, là, c'est la photosynthèse, c'est la fabrication d'oxygène. C'est pour ça que les herbiers ont reçu le surnom de poumon vert de la Grande Bleue. Carrément. C'est joli.